Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être venus pour cette rencontre autour du grand auteur qui est Jean Giono. Pour ce faire, nous avons invité Christine Bretonnier-Andréani, qui est la spécialiste de Giono, professeure agrégée, et Isabelle Rachel Casta, qui est professeure émérite à l'Université d'Artois, spécialiste de la littérature noire, et qui a préfacé ce très bel essai de Christine. Je vous remercie de cette occasion que nous avons de revenir sur cette figure à la fois clivante, contrastive, géniale et insupportable, par bien des aspects qu'est Jean Giono, et que notre auteur ici présente a rendu éblouissant. Il y a des lectures qui vous rendent sidérés, meilleurs, plus intelligents, et qui vous ouvrent les yeux. Et vraiment, lire le livre de Madame Bretonnier a été une révélation, au sens quasiment d'un acte de rhésis, comme disent les Grecs, de reconnaissance. J'ai reconnu Giono à travers ces mots. Je me suis littéralement plongé, enfoncé, comme dans un fleuve, un aquastère de sang et de sens, dans l'ouvrage de notre auteur. Et je pense qu'on en sort comme de l'autre côté, comme dans le mikvé, dans le bain rituel, on traverse et on sort de l'autre côté, modifié, changé. Quelle est la genèse de cet essai, Un désir monstre au-delà de toutes les transgressions? La genèse de cet essai, c'est qu'en fait, j'ai toujours été fascinée par la monstruosité, dans tous les sens du terme. Et j'ai été fascinée très tôt par cette monstruosité, parce que j'ai commencé, moi, avec Un roi sans divertissement en maîtrise. C'est essayer déjà de donner à Giono un autre visage que celui dont on a l'habitude. Parce qu'en fait, dans Giono, il y a une première manière et une seconde manière. Alors, la première manière, c'est le Giono panthéiste, lyrique, poétique. C'est le Giono d'avant-guerre, qui n'a pas encore rencontré la monstruosité et qui n'a pas encore senti dans ses propres tripes ce qu'est le monstre. Donc, le Giono panthéiste, c'est Naissance de l'Odyssée, Colline, Un de Beaumugne, Regain. Alors, Le Grand Troupeau en 1931, Jean le Bleu, Que ma joie demeure, Bataille dans la montagne et L'eau vive. Donc, ce Giono-là, c'est un certain nombre d'œuvres qui nous emportent, qui nous font rêver, qui nous permettent de voir la vie dans cette formule « que ma joie demeure » en fait. Gardons cette joie en nous. Une fois la guerre passée, Giono ayant été lui-même guerrier, faisant partie lui-même du grand troupeau, la vie, sa vision de « que ma joie demeure » a été un petit peu bouleversée. On le comprend facilement. Parce que là, dans cette vision de la mort sans cesse sous ses pieds, dans les tranchées, dans les bêtes aussi, les bêtes crevées, les chevaux, les mouches, il décrit ça de manière, dans Le Grand Troupeau, de manière sublime. Une fois que, en fait, il a vécu cette guerre, donc on parle d'un Giono seconde manière après-guerre. Et là, les œuvres prennent une autre dimension, une dimension moins panthéiste, beaucoup plus tragique. Alors les œuvres que l'on a, donc un Giono beaucoup plus noir, beaucoup plus réaliste, qui ne parle que des passions humaines, que de la violence. Mais justement, ce Giono seconde manière est pour moi, pour répondre à la question d'Olivier, thérapeutique. Ça me permet une reconstruction. Et donc, voilà, c'est dans ces œuvres-là que je me sens bien. Alors, les titres. Un roi sans divertissement, 1947. Mort d'un personnage, 1948. Les âmes fortes, 1949. Le hussard sur le toit, 1951. Le bonheur fou, 1957. Le déserteur, 1954. Le moulin de Pologne, 52, c'est pas dans l'ordre. Deux cavaliers de l'orage, 1965. Le roman débuté donc pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Iris de Suse, de 70. Voilà. Donc, ce sont ces romans
qui sont deuxième manière, qui m'ont toujours intéressée, parce que justement, ces romans incarnent les passions humaines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, les passions humaines. Donc Giono, dans ses récits, donc, transforme les lieux et toponymes, notamment Siciliane, qui ne prend qu'un seul N, alors que normalement Siciliane c'est 2 N. Et la fille de Giono dit « La Provence de mon père est une Provence inventée ». Dans cet essai, je fais une lecture lacanienne, évidemment, qui a été inspirée de ma seconde thèse, dirigée par Julia Kristeva. Ce qui est intéressant, grâce à Julia Kristeva, c'est qu'on peut tout mélanger, l'esthétique, la psychanalyse, évidemment, lacanienne, mais aussi Freud. Et c'est ça qui m'a plu, et la philosophie. Donc je pouvais être dans mon domaine de prédilection, dans la correspondance, l'écho que toutes les disciplines littéraires peuvent faire entre elles. Ce que j'ai pu mettre en parallèle, Freud, Lacan, Kristeva, en philosophie, Nietzsche, Kostas Axoulos, mon ami grec décédé, mais avec qui j'ai passé 10 ans de conversation à Paris, voilà, et qui m'a formée aussi, qui m'a formée à être un petit peu ce que je suis à l'heure actuelle, et j'ai mis du temps. Et l'esthétique avec Van Gogh, Frida Kahlo, Antonin Artaud et les textes de Giono, tout ça, en fait, que j'analyse avec les textes de Giono. Je dois remercier aussi, parce que sinon il va se fâcher, mon éditeur, qui a trouvé justement cet essai totalement novateur. Je le cite, « Une lecture érudite et passionnante, portée par une réflexion profonde sur l'identité et la création littéraire ». Donc selon mon éditeur que je cite, Jacques-Marie Lafont. Et donc cet essai, pour parler un petit peu de l'essai maintenant, il est découpé en 3 parties. Donc la première partie, ça fait partie, c'est là des références Freud et Lacan, avec notamment 2 cavaliers de l'orage, les 2 frères, et également Edmond. Donc 2 cavaliers de l'orage, je vous explique un peu la situation. Nous avons 2 frères, mais ces 2 frères sont en fait des incarnations de Dieu. Attention, chez Giono, on ne reste jamais au premier degré, parce qu'il était totalement féru de littérature antique, de littérature grecque notamment. Donc, justement, le problème de ces frères, donc le cadet par rapport à l'aîné, en fait, Marceau, l'aîné, et le cadet Ange, c'est que on va vite s'apercevoir que cet amour est un amour incestueux, c'est un inceste blanc. Bien évidemment, Giono ne rentre pas dans les détails. Il reste sur des perceptions. Il nous montre la sensualité du corps, il nous montre la sensualité de l'aîné, il nous montre la sensualité du plus jeune. Également dans Edmond. Edmond, c'est une femme d'un certain âge. Et là, par ailleurs, j'ai fait une référence à Frida Kahlo. Parce que Edmond, c'est une maîtresse femme. C'est là ce qui m'a fait rapprocher avec ce tableau de Frida Kahlo où elle est assise dans son fauteuil roulant. Et Edmond, elle est là, d'un certain âge, elle est dans son fauteuil roulant. Et elle contemple son univers. Et on sait qu'Edmond, elle a tué à peu près tout le monde. Tous ses maris sont passés. Donc, elle est là, tranquille, avec ses enfants autour, qui prennent soin d'elle. Et c'est donc là, elle aussi, une figure de la monstruosité féminine. On a chez Giono une sorte, finalement, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il y a une sorte d'androgynie de tous les personnages, parce qu'ils sont féminins, ils sont masculins. Mais le point commun de ces personnages, c'est qu'ils sont habités par des passions noires, par l'envie de tuer. Et même dans 2 cavaliers de l'orage, en fait, c'est ça qui se passe. On a parlé de différents monstres, mais oui. Il y a d'autres types de oui. qui sont abordés dans le livre, d'autres oui. types de monstres. Alors, il y a d'autres types de monstres aussi. Alors, il y a des monstres, en fait, humains et des monstres non humains, en fait. Parce que Giono, également,
a écrit pour saluer Melville sur Moby Dick. En fait, il était fasciné par les mondes de toutes sortes. Et Moby Dick, c'est le monstre non humain dont on connaît l'ouvrage de Melville. Et donc, en fait, là aussi, j'essaye de décrypter ce que représentent les monstres non humains. Et ce qui est intéressant dans les œuvres de Giono, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moralité. Si la personne doit tuer parce que quelqu'un l'encombre, elle s'en débarrasse et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça le Giono de cette manière, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de moralité, tout simplement parce qu'il veut montrer à l'homme sa face sombre. C'est ça, les monstres non humains aussi, c'est les monstres machines. Et dans un texte qui s'appelle Dragoon, il y a une sorte de bête que Giono décrit comme un monstre, et qui est en fait une machine, un dragoon. Mais autour de ce dragoon, il y a aussi un couple incestueux qui sont les deux enfants, qui sont fascinés par ce dragoon. Là encore, les enfants ont des comportements, en fait, ils sont bien ensemble. Et on n'a pas de barrière, il n'y a aucune barrière. Donc chez Giono, pas de masculin-féminin, une sorte d'androgynie, et pas finalement de scrupules, pas de morale par rapport à l'idée d'inceste. Quand les gens sont bien, le frère et la sœur, le frère et le frère, et des monstres également, justement, qu'on peut retrouver même dans la configuration des machines. Alors, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'on peut aborder le sujet justement de portrait de l'artiste en monstre? Giono est-il un monstre? Donc en fait, portrait de l'artiste en monstre, c'est que Giono va incarner sa propre monstruosité et on va la retrouver. Moi, je l'étudie dans l'essai en faisant des passerelles, notamment avec Antonin Artaud, avec donc Bacon, avec Frida Kahlo, donc Bacon avec son fameux tableau, le self-portrait. Frida Kahlo avec quand elle est justement c'est elle qui représente Edmond dans mon essai parce que elle est dans le fauteuil roulant, mais néanmoins elle trône, elle doit assumer sa propre monstruosité. Encore une petite citation, et là ça fait référence à Nietzsche. Donc je vous le dis, pour pouvoir engendrer une étoile qui danse, il faut en soi-même encore avoir quelques chaos. Je vous le dis, en vous-même, il est encore quelques chaos. Malheur arrive le temps où de l'homme ne naîtra plus aucune étoile. Donc en fait, à partir du chaos de l'homme, on peut arriver à... Ça, c'est nietzschéen, c'est la philosophie de Nietzsche. On peut arriver à avoir un petit peu d'espoir et surtout créer à partir de là. On pense à l'affront qu'il a subi après la libération, après la guerre. Il a été mis à l'index comme d'autres auteurs. Il s'est exprimé sur ça lui est une souffrance épouvantable pour l'histoire. Il s'est exprimé dessus. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir été assez lucide, assez exigeant sur le support de sa publication. Ouais. Et il a sans doute, par excès de pacifisme, il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas être pacifiste devant le nazisme. Ouais, ça, je crois que c'est... Non. C'est vraiment la grande, comment dire, le gap qui a séparé la guerre de 14-18 de celle de 39-45. On ne peut plus être pacifiste devant Hitler. Il a néanmoins caché. Et... Mais oui, oui, c'est le problème de Giono. Oui. C'est justement cette face, le Janus, qui caractérise ses personnages. Et ce qui le caractérise lui-même, parce qu'il a caché à Manosque, au Paraïs, il a caché des juifs, il les a protégés. Donc en fait, c'est un personnage complexe. Alors pour conclure, pourquoi il faudrait lire les œuvres de la seconde manière? Eh bien, pour conclure, il faut lire toutes les œuvres oui. Là, vous êtes sur un mauvais chemin. de la seconde manière, parce que vous allez pouvoir découvrir en vous toute l'ambiguïté dont chacun d'entre vous est habité. Voilà. Je pense que Giono
est une sorte de miroir, notre miroir, nos faces sombres. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas ne pas me passer de Giono, en fait. Hein. En tout cas, Christine, merci. Isabelle, merci pour tous ces éclaircissements et ces explications. Alors, je rappelle aux gens que l'essai Jean Giono, Un désir monstre au-delà de toutes les transgressions, est disponible à la caisse. Vous trouverez aussi, si vous le souhaitez, le livre d'Isabelle Casta, qui... série policière, La Revue, Polarisation naturelle. Voilà. Il y a un CD avec des lectures... Oui, du Grand Troupeau. Voilà, du oui, Grand alors, Troupeau. En dehors de cet essai, j'ai produit grâce à Assel, mon producteur, une lecture musicale du Grand Troupeau que j'avais déjà donnée au musée de Bastia, et donc à laquelle Isabelle vous avez assisté. Absolument. Donc la lecture que j'avais donnée au musée de Bastia, c'était 1h05, à peu près 1h05. Et là, j'ai produit une lecture musicale du Grand Troupeau de Giono qui dure 1h45 avec 2 CD, un livret que j'ai écrit. Voilà, donc vous pouvez avoir une double dédicace. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de la table si vous souhaitez faire une lecture et discuter avec les